Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon week-end. Il est 18h, je vous l'avais promis hier lors du live des rois du marché que je vous remets d'ailleurs juste en haut à droite si vous l'avez loupé. C'était le live d'hier à 13h jusqu'à 14h, un peu passé. C'est une vidéo qui est inspirée de ce qu'on a l'habitude de faire au sein de l'Académie des rois, via les académiciens. Elle sera donc peut-être un tout petit peu plus longue que celle qu'on a l'habitude de voir depuis maintenant quelques mois, entre 15 et 25 minutes, peut-être parfois un petit peu plus. Celle-ci pourrait être un tout petit peu plus longue et je m'en excuse par avance, mais à quel point capital. Pourquoi ? 97% des analystes financiers, économistes, cryptophiles, YouTube et d'autres réseaux sociaux que vous avez l'habitude d'observer n'abordent pas cet aspect et ce concept capital de sélection de nos cryptoactifs préférés. 97% abordent, dont moi le premier, les fondamentaux que vous avez l'habitude d'avoir et de voir, voire de croire. 97% abordent la technique. Et 3% seulement, et on va le faire aujourd'hui, aborde ce concept et on en parle maintenant. Mais juste avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre Square des Rois du Marté. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation gratuite qui s'appelle la stratégie des 4 rois. Je vous l'ai offert. Je l'utilise depuis plusieurs années. Il m'offre d'excellents résultats, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. N'hésitez pas à l'utiliser, que ce soit sur les cryptoactifs ou les marchés traditionnels. Actuellement, nous sommes en offre jusqu'à la fin du mois. Vous avez la possibilité de recevoir 20 heures de masterclass directement tirées de l'Académie 2023-2024. J'ai sélectionné près d'une vingtaine d'heures. C'est extrêmement simple pour en profiter. Vous passez directement sur un des liens dans la description, que ce soit BitGet, que ce soit Swissborg ou que ce soit DYDX. Et dès que je vous ai screené, dès que je vous ai récupéré, je vous envoie directement par mail la formation gratuite. C'est juste un petit Google Doc. Je veux recevoir ma formation gratuite. En parlant d'ailleurs de partenaires, vous avez actuellement la possibilité de vous inscrire du côté de BitGet pour le Trader Pro. On l'avait fait il y a quelques mois en arrière, ça avait plutôt bien marché au sein de la communauté. On peut éventuellement essayer de le reprendre, notamment, et j'envoie un appel aux académiciens, puisqu'on va travailler tout au long du mois de septembre avec notamment les indicateurs techniques R, Mati et Twani sur le trading et le scalping, et ça peut être très intéressant de participer ensemble, et d'ailleurs avec l'ensemble de la communauté, à ce Trader Pro basé uniquement sur les mêmes coins, avec un petit clin d'œil, c'est complètement gratuit. En fait, on vous met à disposition un capital fictif de 10 000 euros et on se met en condition. Et si on veut avoir certaines, j'ai envie de dire, résultats ou certains résultats, eh ben c'est bien de le faire ensemble. Donc autant en profiter, je vous invite vraiment à vous inscrire. Moi, je vais le faire et on le partagera sur l'intégralité du Discord et des rois du marché dans l'espace approprié. On va faire donc un top crypto, je vous l'ai promis hier. Juste avant, on peut regarder éventuellement du côté de Bitcoin. On l'avait vu ensemble, on avait cassé cette petite traîne et l'objectif, il était juste ici. Oh Hermès, c'est formidable. Pour une fois que tu as raison, certains me diront dans les commentaires. Bon, c'est pas très grave. Donc on peut encore un peu tirer, pour être tout à fait honnête avec vous, mais à quel moment on peut éventuellement prétendre à une forme d'accélération pour aller chercher le nouveau all-time high. C'est extrêmement simple, moi j'utilise le RSI en 14 périodes et les trends fonctionnent aussi très bien. C'est si on vient à breaker cette trend ici. Voilà, si on vient à breaker cette traîne ici sur notre RSI 14, on pourra partir du principe qu'on est peut-être dans une bonne dynamique, bon flux pour aller chercher les nouveaux all-time high. Tant qu'on casse pas ça, pour moi, ça devrait faire office de résistance et on devrait se rejeter. Donc je chercherai des shorts tant qu'on ne vient pas à casser sur une time frame en daily cette trend line, notamment sur notre RSI 14 période. On l'a fait à plusieurs reprises. Vous voyez ici, on vient taper, on dégrade. Ici, on vient le breaker. Regardez bien, c'était le 9 février 2024. C'était ici. 9 février 2024, juste là, 19 février 2024. On l'a breaké. Derrière, on va chercher une extrémité, on consolide et on accélère. Vous avez exactement la même chose ici précédemment, donc je le ferai que sur cette time frame là et sur ces fractales là, puisqu'on a bien commencé un flux haussier. On peut le faire une quatrième fois si vous voulez, mais avant on était en bear market et on constatait qu'on était en bear market. Donc on attendait qu'on sorte de ce bear market si vous voulez. Ça s'est passé exactement ici. 1er octobre, on vient de le break juste là. Vous voyez qu'on était encore en discount ici, c'est juste formidable de l'observer. D'ailleurs, on rejette un petit peu sans pour autant remettre en cause les stops complètement évidents, notamment des acheteurs un petit peu agressifs, et on explose une nouvelle fois et on vient casser tout simplement cette trend-là. L'objectif, c'est juste de le casser, et lorsqu'on dit qu'on le casse, ça veut dire que la pattern est faite, et l'objectif, c'est de faire une accélération haussière. Donc c'est clairement ce que j'attends personnellement. Voilà, vous savez ce que j'attends, notamment sur une time frame en daily, c'est qu'on vienne casser ça, et on ira chercher les ATH, tout simplement. Tant qu'on ne le fait pas, on reste là. En somme, ça ferait à peu près un truc comme ça, d'accord ?
vous allez faire un truc comme ça, derrière on va un petit peu repousser, et si en fait on voit notre RSI, on brise, à ce moment-là, ça part. Voilà, en tout cas il y a des grandes chances, ça s'est passé 3 fois, 4 fois précédemment dans ces flux acheteurs, et peut-être qu'on aura finalement acté à ce moment-là, donc constaté malheureusement les bottoms de ce mi-de-cycle, si vous voulez, ou cet intercycle. Oui, les bottoms, on les constate. Si soit on les joue, et à ce moment-là, on prend un risque, et on essaye de gérer notre risque, soit on les constate, et on prend la tendance. Et d'ailleurs, ça me donne ma transition, puisqu'on regarde, en fait, principalement, 2 choses sur nos cryptoactifs préférés, en commençant par Bitcoin, pour les plus débutants d'entre nous qui viennent d'arriver sur ce marché, et vous avez bien évidemment raison. Or, tout ce que je vais vous dire aujourd'hui concerne tout sauf Bitcoin, sur cette preuve de travail, puisque je mets personnellement dans une case, peut-être un petit peu biaisée, Bitcoin, non pas comme une monnaie, non pas comme un actif financier, mais plus comme une commodity, donc une matière première que j'approprie et que je rattache assez aisément à l'or. Donc Bitcoin pour moi est l'or 2.0. Donc je vais l'enlever de cette grande tirade de top crypto qu'on va faire ensemble sur cet aspect que 97% des analystes n'abordent pas sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube ou que ce soit Twitter ou d'autres réseaux sociaux, ou Telegram ou Discord. Donc on va le faire ensemble. Mais on va reprendre les 2 premiers et les plus importants. 1, les fondamentaux. Et les fondamentaux, on a l'habitude de le dire du côté des rois du Bitcoin. On va regarder 3 choses. Plus, on pourra le dire, mais 3 choses principalement. Qui sont les investisseurs? Qui sont les fondateurs? Qui sont les utilisateurs? C'est la première chose qu'il faut savoir avant de commencer à appuyer sur le bouton « J'achète cette crypto-monnaie ». Quatrièmement, on pourrait éventuellement voir du côté des fondamentaux le narratif, le secteur. Vous savez, chez les rois, on en a 5. Et vous en avez en fait un 5e, c'est le marché. À qui s'adresse ce projet? À qui s'adresse cette crypto? À qui s'adresse ce narratif, tout simplement? Et ça, c'est la base. Les fondamentaux est synonyme de base. Vous avez d'ailleurs des sites, si vous voulez aller les découvrir. Moi, j'utilise pas mal Dropstab pour aller voir qui sont les investisseurs, qui sont les utilisateurs, les périodes de vesting. Est-ce qu'il y a encore un vesting? Pas de vesting. Ici, je suis sur CSPR. On en a d'ailleurs parlé hier. Tous les tokens ont été libérés. Tous les gros portefeuilles ont été dévestés. Donc, c'est 100%, 100%, 100%, 100% de partout. Donc, maintenant, c'est advienne que pourra. Et comment on va pouvoir éventuellement voir cette crypto éventuellement s'apprécier? Je vais vous donner une mécanique d'un 3e aspect qui n'est jamais abordé. Vous avez un autre site d'ailleurs, et je n'avais pas envie de l'oublier, c'est celui-ci, c'est Token Unlock. Je vous ai pris l'exemple ici de DYDX, parce que DYDX est un petit peu dégradé sur ces dernières semaines. On a eu des grands unlocks et des grands unlocks qui continuent en fait, semaine après semaine, à alimenter en fait le supply de DYDX, et vous en avez un gros qui arrive début octobre pour information. Donc on sera attentif, parce que la communauté devrait recevoir une très grosse partie de ces DYDX, de ces tokens qui sont actuellement lockés, tout simplement. Et oui, il y a une incidence, bien évidemment, à la fois sur le supply, donc sur le prix d'un token visé. Vous allez savoir pourquoi, puisque ce sera la base, la thématique de cette vidéo aujourd'hui. 3e grand concept qui est beaucoup utilisé, qu'on fait quotidiennement chez les rois et que vous voyez en fait à peu près partout chez beaucoup d'analystes financiers, c'est la technique. Ça monte, ça baisse, ça va à droite, ça va à gauche. Est-ce que ça range? Est-ce que c'est des supports, des résistances, des Fibo, des Ichimoku, des fair value gap, des gaps, des moyennes mobiles, des trends et des patterns? Ça, vous connaissez un petit peu le modèle. Et en fait, on reprend sur ce modèle-là, sur ce concept-là, 3 grands principes. 1, le timing, 2, la tendance, et 3, la time frame. Je ne parle pas de ma dernière main et je ne dis pas qu'on sait comment ça va se passer On joue des statistiques, ici. Et vous avez un 3e aspect capital, qui s'appelle le business. Le business. Et ça, c'est quelque chose qui est bien compris par l'ensemble des investisseurs aujourd'hui sur les marchés traditionnels. Et à un moment donné, il va falloir s'obliger à essayer de trouver des modèles de calcul plus ou moins complexes pour essayer de déterminer si oui ou non le business de notre projet préféré est viable et rentable. Si ce n'est pas le cas, ça part à la poubelle. Si c'est le cas, on renforce et on arbitre sur ces tokens-là. Et dans ce business, je mettrai plusieurs facteurs, plusieurs petits concepts. Modèle économique, rentabilité, croissance, levier de croissance, financement, fonds de roulement. Est-ce que ça fait du fric ce truc? Est-ce que ça a de la trésor? Est-ce que c'est capable de résister encore plusieurs mois ou peut-être plusieurs années à la cyclicité des marchés? Et on va donc le prendre ensemble. Et on va commencer par une crypto que vous connaissez très bien, qui s'appelle Ethereum. Pourquoi Ethereum et pas Bitcoin? Parce que Bitcoin n'a pas de business model. C'est une réserve de valeur. C'est une proof of work, il n'y a pas de validateur, il y a un business économique par rapport
aux récompenses et en frais de transaction qui sont très minimes, très minimalistes par rapport à ce qu'aujourd'hui Bitcoin rapporte, qui peut d'ailleurs être un problème dans les prochaines années, en fonction de la diminution des récompenses de blocs pour chaque mineur aujourd'hui qui participe à la sécurité du réseau. Mais je vais l'enlever parce que je le considère comme l'or 2.0. Donc je n'attends pas à Bitcoin qu'il ait un business model. Je n'attends pas qu'il ait un business économique. Vous n'attendez pas de votre bague en or qu'il ait un business model ou un économique. La bijouterie, elle, a un business model. Mais la barre que vous avez autour du doigt, on ne lui demande pas d'avoir un business model. L'or que vous avez, ou les lingots d'or, ou les pièces d'or que vous avez dans votre coffre-fort, ou à la maison, ou peut-être à la banque, vous n'attendez pas d'eux d'avoir un business model. L'eau que vous buvez, vous n'attendez pas d'elle qu'elle a. Et ça reste une commodity, ça reste une matière première, ça reste une denrée alimentaire qui est abondante, jusqu'à preuve du contraire, sur la planète, mais qui n'a pas un coût. On ne donne pas de l'argent à Madame Planète pour boire de l'eau. On paye tout ce qu'il y a autour de l'acheminement et du traitement de l'eau. Et ça, c'est vrai pour toutes les commodities. Et je considère donc Bitcoin comme une commodities. On va travailler donc sur quoi? On va travailler sur des PER. Je vous l'ai dit hier. Moi, j'en regarde un. Vous en avez plein de calculs de PER. Moi, j'en utilise un. C'est capitalisation. C'est super. On l'a sur tous les projets crypto. C'est formidable, divisé par le bénéfice. Est-ce que ça fait du pognon? Est-ce que ça fait pas de pognon? Très simple, efficace, net et précis. Donc je vais, de façon très simpliste, copier-coller cette méthodologie, ce modèle, sur nos cryptoactifs préférés. Si je prends l'exemple de Apple, il a un PER, capitalisation par bénéfice, donc combien d'années de bénéfices pour atteindre la capitalisation boursière de Apple? 34 ans. Nvidia, 55 ans. Tesla, 65 ans. Ubisoft, 9 ans. On l'a vu hier. Et d'ailleurs, tant que c'est en dessous des 15, je pense que je vais vous en parler toutes les 5 minutes de Ubisoft parce que je trouve qu'elle est violentée, cette action. Et pour cause. Attention, il y a des raisons pour lesquelles aujourd'hui Ubisoft est malmenée et humiliée. Humilié, c'est pas péjoratif. Humilié, c'est une situation graphique, chartiste, si vous voulez. D'accord? Alors c'est peut-être un petit peu brutal, mais c'est comme ça que je voulais vous le présenter. Le S&P 500, actuellement, sur cette valorisation, a un PER à peu près de 44. C'est une valeur relativement haute qu'on n'a pas l'habitude de voir sur les marchés financiers. Et on le voit graphiquement, les all-time high, toujours plus haut, ça pousse de plus en plus. L'inflation aide. Je rappelle que l'inflation est un problème pour les pauvres et la déflation un problème pour les riches. Donc l'inflation, c'est pour les riches, la déflation, c'est pour les pauvres. Donc quand les prix augmentent, c'est très bien. Pourquoi les prix augmentent, c'est très bien? Puisque ça permet de créer plus de valeur, ou en tout cas de profit résiduel par rapport à l'augmentation des prix. Et j'aime beaucoup entendre, moi, sur quelques humoristes que je suis, l'inflation, c'est pas quelque chose qui vient de nulle part. L'inflation, c'est pas parce qu'il y a de l'impression monétaire, c'est une partie prenante. Mais l'inflation, elle est directement liée à une seule chose, c'est qu'il y a des gens, quelque part sur cette planète, qui augmentent des prix. Et oui. Si personne n'augmentait les prix, il n'y aurait pas d'inflation. Si tout le monde d'un seul coup baissait les prix, il y aurait de la déflation. Et en réalité, cette moyenne qu'on peut avoir, ce consensus, c'est directement la rencontre entre l'offre et la demande. Et il est vrai que beaucoup d'anciens traders, lorsqu'on les écoute sur nos médias préférés ou intimistes, nous expliquent que le plus gros problème qu'ils ont potentiellement vécu, c'est que lorsque vous achetez pour des millions, peut-être milliards de dollars de riz, de chocolat ou de cacao, il y a une influence à l'autre bout du monde, dans des pays moins développés, voire pauvres, qui mettrait en fait en famine des dizaines de familles, voire des centaines, et peut-être des milliers de familles. Et c'est généralement ce que les traders professionnels, qui viennent de ces grandes banques d'investissement, regrettent le plus lorsqu'ils quittent leur fonction, tout simplement. Donc est-ce qu'on va parler de ça aujourd'hui? Non, mais c'était important de l'avoir entre les mains. S&P 500, 44, à peu près au niveau du PER. 25-30, c'est la moyenne sur les 20 dernières années. Donc on peut partir du principe qu'actuellement, le S&P 500 est surévalué. On peut partir du principe que Apple, Nvidia, Tesla est surévalué. Même si Apple, sur un PER de 34, avec des bénéfices canonissimes, est plutôt bien positionné. Coinbase, qui nous intéresse plutôt pas mal, 12 actuellement de PER. Donc, si sur les boîtes américaines, notamment technologiques, on est actuellement en 40-44, actuellement 44 à l'heure où je vous parle, 25-30 de moyenne, 30 qui est aujourd'hui plutôt, 25-30, on peut partir que 25, ça a toujours été le statu quo, 30 c'est le nouveau statu quo des boîtes tech, qui arrivent à générer et à avoir des croissances relativement régulières et soutenues. On peut partir du principe à ce moment-là que Coinbase est à peu près 3 fois, 2,5 points ou 3 fois sous-évalué par rapport à sa réelle valeur vis-à-vis des bénéfices générés annuellement, même si on manque encore un petit peu d'historique.
Maintenant, je vais prendre notre cryptoactif phare qui s'appelle Ethereum, capitalisation, un petit peu moins de 300 milliards de dollars de capitalisation. Elle a un PER de combien à votre avis? Première question. C'est pas si évident à trouver. Vous avez deux possibilités pour le faire et j'ai pris donc que ces deux possibilités, mais à quel point il y en a beaucoup pour pouvoir calculer ce PER. Moi, je vais prendre celui que je connais le plus simple, le fameux bénéfice, le capitalisation divisé par le bénéfice, et on se retrouve en 2021 sur un PER de 35. Incroyable. On retrouve en 2021 un PER de 35 sur Ethereum, pendant le bull run, qui est directement corrélé à deux choses. Un, l'inflation du token, donc la récompense de bloc pour les validateurs du token. Deux, les frais de transaction. En 2021, les frais de transaction annualisés représentaient à peu près 10 milliards de dollars sur la blockchain Ethereum. Si vous faites ce calcul de PER, ça correspond à peu près à 35. Il s'est passé quelque chose pendant l'année 2022 et 2023. Vous avez eu ce qu'on appelle la mise à jour Shanghai. Et il faut savoir qu'avant cela, Ethereum n'était pas en Proof of Stake. Il était en Proof of Work. Et aujourd'hui, il vient de passer d'un PER de 35 à un PER de, je vous le dis juste après, parce que c'est assez violent. Si on reprend en 2022, avec la diminution des frais de transaction, tout le monde est content, ça nous fait sourire et on peut éventuellement plus interagir avec la blockchain et à moindre frais sur la blockchain Ethereum, on est passé en 2022 à 54 de PER. Et oui, on est content que les frais diminuent, mais on n'est pas très content quand il faut éventuellement voir l'appréciation du token. Oui, mais l'un ne va pas sans l'autre. Les frais aujourd'hui d'Ethereum ont été à peu près divisés par 10 en 2 ans, ce qui donne à la valorisation actuelle d'Ethereum, hors mécanisme de burn qui est en fait rentré dans les mœurs, vis-à-vis de la rentabilité de staker ou de validateur de la blockchain, 4-5% annualisé actuellement, un PER de 254. Un PER de 254. Donc aujourd'hui, si on achète de l'Ethereum, on achète un PER de 254. Calcul simple, évident, simple, tout va bien. Il n'y a pas de croyance, il n'y a pas d'émotion, c'est un calcul bête et discipliné. Vous prenez la CAPI, vous prenez les frais de transaction, à peu près 1,8 milliard, 1,6 milliard de dollars sur l'année précédente, et vous prenez le taux de rendement des stakers. Et je vois énormément, peut-être à tort, il faudrait qu'on descende les revenus des validateurs, alors j'ai dit mineurs, pardon, mais les validateurs sur la preuve d'enjeu, parce que ça permettrait de diminuer l'inflation de nos tokens pour augmenter, faux perdu. Plus vous avez une belle inflation, plus vous avez de la récompense de staking, plus ça donne de l'attrait pour des validateurs d'aller chercher et d'acheter les tokens pour pouvoir eux-mêmes valider. L'argent appelle l'argent. Et depuis 1 an maintenant, j'ai plutôt l'impression que sur nos projets préférés, on voit exactement le contraire. On diminue les récompenses de blocs, on diminue les récompenses pour les validateurs, ça va mettre une pression supplémentaire dans le sens que, ou dans l'effet que, les validateurs restent là. Je vous prends un exemple très concret. Vous avez actuellement un livret C, pas parler du livret A, qui vous rapporte 10% par an. Vous avez 10 000 balles dessus. Et votre banquier vous dit, non, parce que c'est trop, ça fait baisser la valeur de la monnaie, parce qu'on est obligé d'imprimer de la monnaie pour pouvoir vous donner, c'est un peu ça l'idée, même si on connaît le mécanisme inflationniste de tous les blockchains, de tous les réseaux blockchain. Mais le mécanisme il est connu, mais en fait on va diminuer la pression inflationniste, donc on va vous diminuer votre rendement de 10 à 5%. Vous allez faire quoi vous ? Vous allez prendre votre pognon et vous allez les mettre là où en fait vous allez peut-être potentiellement retrouver du 10%. Qu'est-ce qui s'est passé avec la blockchain Atom Cosmos ? On était à 20% de récompense de blocs de validation. Vous avez une belle schématisation sur Atom Cosmos et on va en parler tout de suite d'ailleurs parce que ça me donne une super transition sur Atom Cosmos. On était donc à 20%. Elle est ici. Atom Cosmos, il est ici. On est à 20%. Vous avez eu la mise à jour qui a fait grincer des dents certains cofondateur de cette initiative Atom pour partir sur un hard fork et proposer avec le même taux de rendement de 20% sur une nouvelle blockchain qui se serait appelée le e-Atom. Je ne sais pas où ça en est, mais je crois que ça s'appelle le e-Atom. Parce que c'était une folie de diminuer et de couper par 2 les récompenses pour les validateurs par rapport à l'inflation qui avait été calculée, programmée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors qu'on pensait que ça allait être une formidable nouvelle, le jeton s'est complètement dégradé. Les gens ont retiré leur thune.
Bien évidemment. Alors, il y a des nouvelles mises à jour, je l'ai tuté hier, par rapport au ISS 2.0 qui a été réalisé par les cosmonautes. Et je vous invite à aller voir la vidéo parce que, honnêtement, très intéressante. Fondamentalement, c'est puissant. Économiquement, c'est dégueulasse. Si je prends dans le système inflationniste du Cosmos Hub, parce que Atom n'a pas de limite de token. C'est illimité. Alors oui, il y a des mécanismes désinflationnistes par rapport à la réduction de l'inflation programmée, qui est votée via un vote de gouvernance, ou des mécanismes de borne, pourquoi pas, qui seront automatisés un petit peu à l'image de BNB ou de Swissborg ou d'autres échangeurs qui ont proposé des tokens avec un mécanisme de burn, ou Ethereum avec des mécanismes de burn mécanisés, obligatoires, en fonction de la congestion du réseau, par exemple, avec des calculs plus ou moins simplissimes. Atom Cosmos, c'est actuellement un PER de 130. PER de 130. Uniquement si vous prenez les transactions et les gas fees que génère la blockchain Atom Cosmos. PER de 130. Si vous ajoutez l'inflation, si vous ajoutez les récompenses de validateurs, vous augmentez à peu près de 100%. De 97%, d'un multiple de 97, le nombre de récompenses, donc le pognon qui va être en fait directement dans les utilisateurs de la blockchain Atom Cosmos. Parce que les frais de l'Atom Cosmos sur l'année 2023 avaient représenté 12 millions de dollars à peu près. C'est que dalle, hein, sur une capitalisation de 1,6 milliard de dollars de capitalisation. Croyez-le ou non, c'est pas rentable de faire des transactions sur le Cosmos Hub avec... Alors c'est très bien pour ceux qui construisent. On est d'accord qu'on est actuellement dans une période de recherche, d'architecture, d'infrastructure, donc on construit, et l'objectif c'est de construire à moindre coût. Comprenez-le bien comme ça. Pourquoi en fait les frais de transaction sont très faibles? Pourquoi aujourd'hui c'est facile, ça paraît évident et ça paraît très dynamique? Parce que c'est de l'incitation à construire pour les développeurs sur nos propres réseaux, sur ces réseaux-là, blockchain, quels qu'ils soient, layer 1, layer 2, etc. Donc, il ne faut pas mettre un gros blocage, comme il l'a été notamment sur Ethereum pendant des années, par rapport à des frais de transaction qui étaient extrêmement élevés, qui coûtent cher aux développeurs en réalité. Donc, il fallait compenser en fait ce prix-là tout simplement. Mais ça faisait plaisir aux investisseurs, puisque vous aviez des magnifiques rendements, et vous aviez des coûts qui étaient extrêmement élevés sur la blockchain, donc ça crée une valeur résiduelle, un intérêt, une rentabilité. Et je suis très heureux d'entendre dire que la blockchain Ethereum est rentable. Oui, elle l'est moins aujourd'hui qu'il y a 3 ans en arrière. Si on rajoute en fait cette inflation programmée sur l'Atom Cosmos, on baisse à peu près sur un PER, écoutez-moi bien, de 9. De 9. Ça ne vous parle pas de quelque chose? Ubisoft. Donc actuellement, avec l'inflation, plus les gas fees, qui représentent que dalle en fait sur le Cosmos Hub, l'inflation programmée vis-à-vis du PER du Cosmos Hub de l'Atom vis-à-vis du token, c'est 9. PER de 9. Parce que vous avez quasiment un demi-milliard de dollars qui sont injectés directement dans les validateurs, dans les réseaux validateurs stakers. Donc si vous avez de l'Atom, je vous le dis, stakez-le. Ne le holdez pas. Il faut le staker. Et actuellement, le Cosmos Hub est humilié, tout simplement. Donc ça reste quand même relativement intéressant, parce que si on prend qu'une seule partie, si vous voulez, de l'équation, on a un PER de 130. Si on prend l'intégralité de l'équation, une partie non négligeable, après vous avez l'émotion, la psychologie, le fondamental, ce qui va se passer, ce qui ne va pas se passer, etc. Grosso modo sur un PER de 9. Si vous avez un PER de 40, comme ça je vous le spoil directement, qu'on retrouve en fait des PER que Ethereum avait retrouvé en 2021 à l'époque, ce qui est à peu près la moyenne des valeurs technologiques aujourd'hui, hors les 7 Magic sur une valeur à peu près de 40, bah vous avez en fait un token qui devrait valoir aux alentours des $100. Voilà. Donc, si on prend le Cosmos Hub, token Atom, par rapport à toutes les mécaniques qui est actuellement bien huilées, on devrait avoir une valeur réelle du token aux alentours des 90 à $100. Voilà, pour avoir un PER de 40. Je prends maintenant l'exemple de XRP, parce qu'on me l'a demandé hier, et vous avez raison. XRP, c'est très probablement je vais être très méchant, mais comme c'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui par rapport au PER et calcul de rentabilité, voir si ou non ce truc est viable ou rentable, bon, c'est la plus grande supercherie depuis les peut-être 5 dernières années. Je vous explique pourquoi. Capitalisation, 33 milliards de dollars. Revenu transactionnel de la blockchain, XRP, 200 000 dollars annuels. D'accord, donc ce truc rapporte 200 000 dollars et pèse 33 milliards de dollars de capitalisation, CoinMarketCap. Ce qui nous fait un PER actuel, juste avec 7
cette mécanique-là, cette trendline-là, si vous voulez, de 165 000. Voici le PER. Si vous ou moi achetons du token XRP, on achète sur un PER de 165 000. Vous allez me dire, MS, t'es complètement à côté de la plaque. Eh bien, je vais vous dire que pas du tout. Pour la simple et bonne raison que les seuls qui aujourd'hui profitent du mécanisme de XRP, c'est surtout pas nous. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'actuellement, la stabilité financière de XRP se fait par 4 principales manières. 1. La vente de XRP. Bon, ils ont gagné leur procès, ou en tout cas, ils ont gagné des batailles juridiques, etc. Mais le revenu net profitable, qui rend profitable XRP, c'est la vente de son token. Grosso modo, il nous dump depuis des années sur la tronche. 2. Les licences. Oui, ils travaillent de plus en plus avec des institutions financières, ils travaillent de plus en plus avec des entreprises, quels que soient les horizons des entreprises, donc la vente de licences. 3. Les investisseurs. Est-ce que XRP nous a appelés pour investir en tant que VC dans sa boîte? Donc tout ce qui est en train de se passer autour d'XRP, en plus que ça ne me concerne pas et que clairement ça ne nous concerne pas, on en profitera de toute manière pas. Parce qu'on ne sait pas comment ça se fait, dans quel contexte, dans quelle mesure, dans quel montant les investisseurs actuellement pénètrent le projet XRP, avec quelle garantie, avec quel bonus, avec quel discount, avec etc., etc., etc. Donc pensez qu'aujourd'hui XRP est une blockchain et une crypto-monnaie pour les particuliers en vue d'avoir en fait une forme de réalité et d'augmenter très fortement ce truc-là. Et ben je reviens sur ma décision, j'oublie XRP. Voilà. XRP terminé et j'avais un swing qui était en attente. Ben je vous le fais en live, ça dégage. Voilà. Donc je ne serai pas considéré par rapport à la blockchain, et ben je n'investirai pas dessus et je ne mettrai pas un centime sur cette blockchain XRP. Voilà. Alors je l'ai fait précédemment parce que je n'avais pas ces informations-là. Maintenant que vous avez ces informations-là, dites-moi dans les commentaires si vous êtes prêt ou pas à holder jusqu'à la mort XRP. Sur quelle base? Sur quelle croyance? Sur quelle rationalité économique? On n'a aucune information sur la réalité économique du XRP. Ce qui est différent de AAV. Vous m'avez demandé de parler de AAV, mais avec grand plaisir de vous parler de AAV. AAV, c'est du décentralisé. AAV, on a la visibilité sur énormément d'éléments si on sait chercher. Actuellement, au niveau du graphique, c'est plutôt propre, et je vais vous parler un petit peu de AAV et comment aujourd'hui le business model de AAV nous donne en fait une belle satisfaction vis-à-vis de son protocole. 2 milliards de capitalisation. Si vous prenez les frais de transaction sur son protocole ainsi que les intérêts de prêt, les intérêts de lending, vous comprenez que le protocole de AAV, c'est un protocole DeFi qui permet en fait de prêter, de collatéraliser du token pour recevoir de l'argent et d'autres tokens, etc. Donc c'est une plateforme de lending, une plateforme de prêt. 3.0 Web3. Il a généré 115 millions de dollars de bénéfices, de revenus. Une partie de ces bénéfices-là ont été directement envoyés à des récompenses que vous pouvez d'ailleurs loquer sur différents pools de liquidité ou certains protocoles pour assurer notamment ces différents prêts et apporter de la liquidité pour pouvoir collatéraliser ou en tout cas surpondérer les pools de liquidité de AAV. PER, 17. Sous-évalué, x2. Grosso modo, la bonne valeur, si on devait se retrouver, alors un petit peu plus de x2, x2,5. Donc si la bonne valeur, c'était 40 de PER, bah, partez du principe qu'en fonction de l'utilisation actuellement, ce serait à peu près 360, voilà, un truc comme ça. Là. Voilà, allez, on va arrondir $300 pour AAV, la bonne valeur actuellement définie par rapport à ce calcul très simpliste. Donc ça ne veut pas dire que ça ne peut pas monter plus haut. Je vais vous expliquer après pourquoi. On va continuer avec Polygon Matic. Vous voulez qu'on parle de Polygon Matic? Je ne reprendrai ni la technique, alors qui s'appelle Paul maintenant, vous savez, donc... logiquement, vous l'avez. Alors, est-ce que c'est toujours Polygon ou est-ce que c'est Matic maintenant? Est-ce que c'est bon? Non, on n'a plus rien. Donc, on a perdu. C'est toujours pénible ça parce qu'on perd nos chartes. Est-ce qu'ils nous ont laissé les chartes ou pas de Matic? Je ne pense pas, soit dit en passant. Matic, est-ce qu'ils nous ont laissé les chartes? On va regarder ça de suite. Matic. Est-ce que je l'ai avec du Binance? Je l'ai pas avec Binance? Bon, c'est pas grave, mais on n'a pas besoin de la charte. Actuellement, Polygon Matic, c'est une capitalisation de 3 milliards de dollars. Avec des revenus de 30 millions de dollars,
Staking possible, 10% annualisé. PER de 100. 100, c'est uniquement avec les revenus transactionnels. Si vous ajoutez les récompenses de staking, c'est à peu près 10%. Donc je vous le calcule, vous faites 3 milliards, 10% de 3 milliards, 300 millions. 300 millions plus 30 millions, 330 millions. Je l'arrondis PER de 10. Vous avez compris un petit peu la mécanique. Donc je pars du principe que si on doit aller sur un PER de 40 pour retrouver les automatismes, mécanismes des valeurs technologiques 40 actuellement, même si la moyenne c'est 25-30, bah on peut faire un bon petit fois 4, tout simplement, au niveau de Polygon Matic. Donc je ne parlerai pas de Cubic, je ne parlerai pas de CKB, vous avez compris un petit peu l'idée. Je parlerai d'une autre crypto, puisque sinon la vidéo va vraiment durer beaucoup de temps. Ah, ça fait que 30 minutes que je parle, donc ça va. J'espère que je n'ai pas trop été décousu et que vous avez compris à peu près le message que vous voulez vous faire passer. Il y a un aspect fondamental, en fait, qu'on ne prend pas en compte lorsque je vous parle de ça. Puisqu'actuellement, je suis en train de vous faire un bilan du top crypto, de nos crypto-actifs préférés par rapport à une mécanique et par rapport à un calcul extrêmement simpliste, de calcul de rentabilité ou de viabilité, de croissance et de faisabilité vis-à-vis d'un projet en particulier. Mais ce qu'on ne nous dit pas ici, c'est OK, dans 1 an, dans 2 ans, combien y aura-t-il de nouveaux utilisateurs ? Dans 1 an, dans 2 ans, combien de nouveaux financements vont abreuver en fait ces projets-là qui auront réussi à prouver des ruptures technologiques ? Dans 3 ans, dans 4 ans, combien, etc., etc., etc. Et il y a un projet en particulier qui a été plutôt bien monté et plutôt bien ficelé. C'est My Lovely Coin. My Lovely Coin, je vous en ai parlé beaucoup avec Clément Lebras notamment, son fondateur. On avait fait une vidéo dédiée, vous pouvez la retrouver, Clément Lebras, My Lovely Planet, directement en interview si ça peut vous intéresser. Il l'a plutôt bien manœuvré, en fait, sa barque, puisqu'il a loqué, et il a quasiment loqué tout le monde, VC tout le monde, cliffé tout le monde sur 12 mois. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucune pression à été sur son token. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas le vendre. C'est pas compliqué. Vous pouvez vendre, allez, à peine 10% de ce que vous avez reçu, de ce que vous avez investi. Donc ça sert à rien de le vendre, entre guillemets. Et ils ont un marketing aux petits oignons. Pourquoi ils ont un marketing aux petits oignons ? Parce qu'il y a du sens à leur truc. Ils travaillent avec la blockchain Polygon. Polygon, on l'a dit tout à l'heure, c'est moins de je ne sais plus combien de millions de dollars par an de transactions. Une transaction sur Polygon Matic, c'est 2 centimes de dollars. Une transaction sur le Cosmos Hub, c'est 5 centimes en moyenne de dollars. Une transaction sur XRP, on n'en sait rien, on ne sait rien de XRP de toute manière. Donc si vous la trouvez, vous me le mettez en commentaire, ça m'intéresse. Désolé d'avoir un petit peu tapé sur XRP, mais je vous le dis, j'ai passé du temps à essayer de préparer cette vidéo, et j'ai passé, je pense, l'équivalent du même temps sur toutes les cryptos que je vous ai présentées que sur XRP, et j'ai rien trouvé. Donc si vous êtes honnêtement plus patient que moi, je vous inviterai à aller faire vos recherches et pourquoi pas me débunker, et vous avez tous le droit de réponse. Et si vous me faites une réponse claire, précise et bien détaillée sur les commentaires, vous savez comment je fonctionne, j'en parle à toute la communauté sur les vidéos d'après. Donc Polygon Matic, site internet, plutôt bien ficelé, un marketing aux petits oignons. On a planté des arbres, il y a l'idée un petit peu écolo, l'idée un petit peu du temps, c'est actuel, donc tout est OK là-dessus. Et il y a un vrai business model via en fait un jeu mobile qui est disponible, que ce soit avec ou sans token, sur le Play Store et sur Apple Store. Donc ça va toucher probablement des centaines de milliers, et pourquoi pas des millions d'utilisateurs, parce que peut-être que ce truc peut buzzer, mais il y a quelque chose de concret derrière. La data, elle va être facile à trouver. Combien y a-t-il de téléchargements ? Combien y a-t-il d'utilisateurs ? Combien en moyenne les utilisateurs dépensent sur My Lovely Coin pour avoir des petits coins en plus, pour planter plus d'arbres ? Tout ce business model économique vis-à-vis d'un projet, même extrêmement isolé, sur un narratif plutôt green, si vous voulez ici, est extrêmement pertinent. Parce qu'on est dans on est dans le croisement entre l'infrastructure sur lequel ce projet se repose et le business model, qui en fait est un business model connu du play and earn, si vous voulez, tout simplement, ou sur les jeux mobiles, ou les applications mobiles. Est-ce que ça va marcher ? Est-ce que ça va pas marcher ? Il n'y aura plus d'utilisateurs, mais ce sera facile à voir, si vous voulez. Mais actuellement, se poser la question de combien il y aura de nouveaux utilisateurs sur le Cosmos Hub, combien il y aura de nouveaux utilisateurs au niveau de AAV, combien il y aura d'utilisateurs sur Chiliz. Chiliz, c'est intéressant, Chiliz, je n'ai peut-être pas parlé. 500 millions de market cap, 10 millions de revenus. Et franchement, je l'ai calculé, vous allez rigoler comment je l'ai calculé. Chiliz, je passe un peu vite, mais je voulais vraiment tout vous dire aujourd'hui. Chiliz USD. J'ai fait mon investissement 1, investissement 2, investissement 3. C'est quoi Chiliz ? Chiliz, c'est un protocole qui permet de générer des fan tokens. Mais c'est génial, les fan tokens. Bon, avec le nombre de visites sur le site de Socios, que j'estime entre 10 et 30 millions de visites,
Je pars du principe que sur ce protocole, c'est à peu près 1 ou 2 centimes de dollars par transaction. Et un visiteur a passé peut-être une transaction par semaine. Franchement, je pense que je suis super large, je vous le dis franchement, en termes de bénéfices sur cette plateforme. Hors fan token, hors vente de fan token, parce que les fan tokens, c'est directement un actif qui est tout de suite décroché de Chiliz. Donc ça, c'est le plus gros revenu. Bon, on part du principe que juste au niveau transactionnel, il y a un PER entre 50 et 100 à peu près. Vous avez, me semble-t-il, la possibilité de staker vos shillings, c'est exactement la même chose vis-à-vis à peu près de 10%. Et vous avez des fan tokens et le trafic qu'on pourrait éventuellement analyser pour savoir quelle est l'appétence et les cas d'utilisation qu'il peut avoir autour de ces fan tokens. Est-ce que je peux avoir des accès à des stades? Est-ce que je peux, au bout d'un an et au bout de certains temps de holding, je pourrais avoir une place en loge au stade, j'en sais rien, du Parc des Princes ou un truc comme ça? Bon, on peut imaginer tout ce que vous voulez si vous voulez. Hein. Mais ça a vraiment du sens. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne qui parle de socios, il n'y a plus personne qui parle de fan token parce que tout s'est effondré. Donc, si tout s'effondre, la technologie, le projet, les fondamentaux de Chiliz peut être incroyables. Ils ont juste peut-être un tout petit peu trop d'avance et tout pourrait exploser s'il y a de l'intérêt qui renoue avec ces différents projets, fan token, etc. Vous avez compris un petit peu l'idée. Donc, je reste plutôt investi sur Chiliz, je ne déboucle pas, puisqu'il y a du sens par rapport à ces calculs de PER, et que ces PER peuvent complètement en fait se renverser, se retourner en fonction de l'appétence qu'un projet pourrait ou pas retrouver. Si vous avez 100 millions de personnes qui viennent sur le site de Chossos, qui veulent avoir des fan tokens, parce que Mbappé a fait une pub sur les fan tokens du Real de Madrid, ou j'en sais rien, je ne sais même pas s'ils l'ont encore, s'ils l'ont récupéré d'ailleurs le Real de Madrid, je crois que c'était en suspens pendant plusieurs mois, donc je ne sais pas où est-ce que ça en est. Jusqu'à preuve du contraire, ils devraient l'avoir. Il me semble qu'ils vont éventuellement l'avoir. Il y a la saison qui va revenir, potentiellement un bull run, et puis l'un ne va pas sans l'autre. Bien évidemment que Chiliz en profitera. Mais Chiliz, il n'en profitera pas parce que c'est génial. Chiliz en profitera parce qu'on va l'utiliser, et parce qu'il va y avoir une incidence à la fois transactionnelle et à la fois par rapport aux fan tokens qui vont pousser cette technologie-là, en tout cas ce protocole-là, généralement vers le haut. Et vous avez donc la vidéo où on ne parle jamais sur les analystes financiers avec des on-dit, des peut-être, des en fonction de et des croyances et de l'émotionnel. Non, là aujourd'hui on a parlé business, on a parlé business de pas mal de nos tokens, et si je devais faire une petite liste sur les tokens que j'ai regardés aujourd'hui, et je vous laisserai d'ailleurs faire celui de CSPR. Et oui, frais de transaction CSPR, c'est quoi? Prenez CSPR, est-ce qu'il y a du staking? Quels sont les rewards pris par rapport à CSPR? Est-ce que vous avez, vis-à-vis de sa capitalisation, qui est aujourd'hui proche du néant, et vous regardez quel est son PER? Et ce qui va être intéressant, pour bien comprendre ce concept de PER, c'est combien d'années le projet doit générer de bénéfices pour arriver à la capitalisation. Si vous multipliez par 10 le nombre de personnes qui sont sur AAV, on passe d'un PER de 7 à 1,7. Sauf que derrière, on va regarder du 17 ou peut-être du 40. Donc Chiliz ne va pas peut-être... AAV ne va peut-être pas faire x10, mais peut-être x20. Et peut-être x40. Pour retrouver sur un PER de 40. Donc actuellement sous-évalué, ça c'est un constat. Donc pertinent pour AAV. Actuellement pertinent pour... Je vais essayer de les trouver tous et de les retrouver. Polygonmatic. Pertinent actuellement pour le Cosmos Hub. Pertinent actuellement pour... je sais pas trop, je vous laisserai faire vos recherches. Et pas pertinent pour Ethereum. Désolé d'en dire peu. Pas pertinent pour XRP. Ça maintenant ça dégage. Pas pertinent pour... je suis très vilain pour XRP, mais aussi bien c'est une super technologie, etc. Il n'y a pas de problème. Dites-le moi si vous êtes chaud XRP. Mettez-moi dans les commentaires parce que ça m'intéresse, mais... à un moment donné, il faut dire les choses. Hein. Je ne peux pas le dire autrement. Pas trop bullish pour... je ne l'ai plus après. Si, actuellement, Chiliz. Parce que peu de transparence et au niveau des frais, c'est extrêmement faible. Tout simplement. Au niveau des frais de transaction. Et les fan tokens sont au plus bas. Et actuellement, la communication et le marketing est tout simplement au plus bas. J'espère que je vous ai aidé dans cette vidéo. J'espère que je vous ai ouvert les yeux sur un autre aspect de pouvoir regarder de façon extrêmement et simplement, si oui ou non, autour de ce concept de business, de ce troisième grand pilier, en amont de la technique et des fondamentaux. Est-ce que oui ou non, ce truc-là peut me donner plus de satisfaction, plus de bénéfices, plus de rendement en étant acteur et participant de ce protocole que nous avons cité. Et ce travail-là, je vous invite à le faire directement de votre côté et pourquoi pas continuer à les sélectionner. Et à chaque fois que j'aborderai une crypto que vous m'aurez demandé, je ferai ce travail-là et vous allez voir que si tout explose,
et ben en fait tous ces calculs qu'on vient de faire vont bien évidemment être mis à jour et on se retrouvera très probablement aux alentours des 40, 50 de PER dans un effet un petit peu euphorique et je dirais bah c'est 2 fois trop peut-être surévalué. Donc oui, Atom Cosmos est à actuellement 200 €, mais il vaut 100. Faites comme vous voulez, tout simplement. Ciao.